Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité. Mais avant de nous livrer à cette opération, quelques brèves nouvelles de notre petite entreprise. Je vous ai déjà dit que notre campagne de financement avait été un succès. Je vous ai peut-être même déjà dit que les abonnements, qui sont pour nous une importante source de financement, continuaient à rentrer, et que je ne saurais donc qu'encourager celles et ceux d'entre vous qui le souhaitent à se rendre sur notre site, le Nouvel Esprit Public, sansséparation.fr, pour y trouver les moyens de nous soutenir, pour y trouver la référence de toutes les brèves qui terminent ces émissions et qui nous permettent de recommander tel ou tel moment culturel, tel ou tel livre, tel ou tel film, ou tout simplement de réagir à titre personnel à un événement. Et puis aussi, c'est là où vous pourrez vous inscrire à notre prochaine émission en public à l'école alsacienne qui a lieu le 9 décembre. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Le 1 publie cette semaine un numéro consacré à Saint-Exupéry. Philippe Delerme réfléchit à la haine de Saint-Ex qu'il perçoit chez ceux qu'il appelle les gardiens du bon goût. Timothée de Fontbelle, très connu, auteur de romans très connu de nos enfants, décrit Saint-Ex l'aventurier. Et Le 1 a retrouvé un texte savoureux de Léon-Paul Fargue qui décrit sa rencontre avec Saint-Ex dans un restaurant de fromage, aujourd'hui malheureusement disparu, et qui dessine ainsi le portrait de l'écrivain aviateur. Saint-Ex avait le regard étonné, le nez étonné, l'ovale étonné, et pourtant il se dégageait de son visage clair et sain une impression de sérieux, tantôt évangélique et tantôt scientifique. Autour de cette table sont réunis Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique et de la revue Hérodote, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, ainsi que Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Et nous allons, les uns après les autres, selon une tradition désormais bien établie, remercier quelques-uns des auditeurs qui nous ont soutenus. Pour ma part, je remercie Marc Auzer, Christophe Labbé, Claudia Baruch, Jean-Louis Bernard et Erwan Barbe. Jean-Louis Bourlange. Et moi, je remercie Cécile Blin, Jean-Luc Masran, mon ami Robert Toulmont, Serge Ventura et Michaela Chupin. Marc-Olivier Padis. Ma reconnaissance personnelle va à Elisabeth Rimasson, Bruno Muraviec, Sylvain Ravenne, Jean-Benoît Henriet et Pierre Bouteloup. Béatrice Gibelin. Quant à moi, je remercie Marc Le Marinier, Cédric François, Anne Le Fur, Laurent Barbieri et Lucie Roche. Et enfin, Lucille Schmitt. Alors moi, pour terminer, donc provisoirement bien sûr, ce cercle, Oui, Laurent Gilles, François Guyot, Chantal Lenoir, Olivier Kérouille et Philippe Urban. Je vous remercie et je vous propose que maintenant nous nous penchions sur l'énigme des Gilets jaunes. Les manifestations diverses engagées hier dans 2000 points de rassemblement différents, couvrant l'ensemble du pays, ont finalement rassemblé plus de 280 000 gilets jaunes, selon les chiffres communiqués le soir même par le ministère de l'Intérieur. Les manifestations ont en outre été émaillées de plusieurs débordements. Plus de 200 personnes ont été blessées et ces manifestations ont provoqué la mort d'une manifestante dans le département de la Savoie. Cette mobilisation est intervenue malgré la tentative du Premier ministre d'éteindre les contestations par l'annonce mercredi d'un plan de soutien aux automobilistes, plan de 500 millions d'euros. Lors de cet entretien radiophonique, Édouard Philippe avait précisé les contours de ce plan qui prévoit notamment la création d'une prime additionnelle à la conversion pour les salariés vivant à plus de 30 km de leur lieu de travail, ainsi qu'une revalorisation du chèque énergie dès 2019. Malgré ces mesures d'aide, le président de la République a réaffirmé lors de son allocution de mercredi qu'il assumait les mesures de fiscalité écologique prises par son gouvernement, ce qui pose la question des répercussions sociales à long terme de cette stratégie. En outre, la manifestation de cette semaine a illustré l'émergence de nouvelles formes de mobilisation
hors des partis et des syndicats traditionnels. En effet, aucun syndicat n'avait appelé à manifester samedi et la CFDT était allée jusqu'à condamner fermement un mouvement qualifié de manipulation par son secrétaire général Laurent Berger. Sur le plan politique, le Rassemblement national a participé au mouvement tout en affirmant ne pas en être à l'origine, et la France insoumise a affirmé sa solidarité et son soutien à un mouvement de colère qu'il juge légitime. Plusieurs membres du parti Les Républicains se sont joints au cortège de samedi, après avoir affirmé au cours de la semaine ne pas souhaiter un blocage total du pays, et enfin, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a appelé Édouard Philippe et le président de la République à organiser dans les meilleurs délais une table ronde avec des représentants des partis et des syndicats. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Effectivement, c'est une manifestation totalement inédite dans son organisation et dans la façon dont elle s'est déroulée au cours de cette journée d'hier, avec ce qui est très rare dans les manifestations, quand même un mort. Il y en a eu très très peu. Il y a Malik Oussekine dont on se souvient dans les années 86, même en 1968, dans mon souvenir, il y avait eu 2 morts, mais dans des situations très particulières. Et là, c'est pas du tout dans un affrontement avec des policiers, c'est entre eux. Des opposants à la manifestation, une femme dans sa voiture avec un enfant qu'elle amène chez le médecin, et des manifestants qui résistent à sa volonté de passer. Pardon, cette femme était à peine une opposante. Elle a eu une réaction de panique, semble-t-il. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Philippe. Mais néanmoins, relativement tôt dans la journée, on déplore ce décès. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est d'abord la couverture médiatique pendant 15 jours annonçant cette manifestation. Comme c'était quelque chose d'inédit, les médias ont été particulièrement intéressés par cette manifestation. Et on annonçait 15% des Français étaient déterminés à aller manifester, ce dont pour ma part j'ai toujours douté, parce que cliquer de chez soi en disant je vais y aller et puis sortir au petit matin pour aller manifester sur des gens qui sont quand même pas des habitués de la manifestation, il y avait déjà un gap extrêmement important. Et si ça avait été le cas, on aurait dû dépasser largement le million, voire 2 millions. Donc on est à, on va dire 300 000 pour pas finasser, ce qui est, je vais peut-être choquer, mais peu relativement par rapport à ce qui était attendu et par rapport à cette carte qu'on a mis sur les écrans de télévision qu'on a vu et revu ou sur son écran d'ordinateur, cette carte toute jaune où on avait l'impression que toute la France était mobilisée. Et je voudrais juste faire une remarque là-dessus, c'est véritablement une carte de faussaires. C'est des faussaires innocents, mais sur une carte à l'échelle de toute la France, mettre des points, c'est pas des points, c'était d'ailleurs des gros carrés, pour représenter 30 ou 40 ou 50 manifestants, on donnait l'idée que l'ensemble de la population française était prête à se mobiliser. Ce qui était faux, si on avait fait justement un rapport correct entre le nombre de gens qui s'annonçaient à la manifestation sur ce grand territoire qui fait quand même 500 000 km², on aurait eu une toute autre représentation et on ne se serait pas, aussi emballé pour certains ou inquiété pour d'autres sur ce mouvement dont je répète que 300 000 personnes qui sont pour une grande partie d'entre eux non habitués à la manifestation et qui décident de se faire entendre, c'est déjà effectivement quelque chose d'important à prendre en compte. Peut-être dernier point, je ne sais qui a eu l'idée du gilet jaune, mais alors comme savoir-faire de communication, les bonnets rouges, on savait que c'était des communicants qui s'en étaient occupés, mais là j'ai essayé de retrouver qui avait eu cette idée-là. Parce que pour faire partie des cocus. Oui, c'est ce qui a été dit, effectivement, déjà. Mais bon, je ne vais pas être méprisante de cette façon. C'est sur le jaune, c'est tout. C'est quand même une image. Et les syndicats jaunes, c'est quand même... Oui, le jaune est quand même... Oui, vous avez raison, les analyses ont été faites, je veux dire. Oui, bien sûr. Mais qui a eu l'idée de ça? Parce que je pense à la télévision comme image, c'était quand même extrêmement visuel, si vous voulez. Voilà, c'est tout. Peut-être on se souvient au moment de lancement de ces gilets jaunes que Karl Lagerfeld avait été mobilisé
mobilisés et qu'ils disaient C'est affreux. c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Quant aux Gilets jaunes, je suis venu ce matin, puisque nous enregistrons ce dimanche matin assez tôt, je suis venu en taxi et le chauffeur du taxi m'a assuré qu'il avait entendu sur une chaîne de radio qu'une dame avait hier accouché de jumeaux qu'elle avait baptisés Gilles et John. Marc-Olivier Padis. Pardon. Oui, il faudra dire un mot quand même aussi des problèmes qui sont à l'origine de cette mobilisation sur la question de la fiscalité écologique qui est donc à la source de ce mécontentement. Mais d'abord, pour dire un mot aussi sur la forme de la manifestation, d'abord, c'est effectivement, ce type de mouvement est particulièrement difficile à lire parce que Béatrice a raison de dire, par exemple, la carte, évidemment, ne veut rien dire, surtout telle qu'elle a été présentée, puisque tout le territoire était complètement recouvert. Il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de discours très articulé, c'est un mode d'action assez sommaire, assez rudimentaire. Et puis, face à la colère, c'est toujours très difficile de s'exprimer. C'est-à-dire, on entend, on comprend que pour les journalistes, ça donne des bons moments de radio ou de télévision, des gens qui sont visiblement très émus et donc qui expriment ce qu'ils ressentent. Et devant cette colère, tous les discours plus distanciés, rationnels, semblent toujours teintés d'une forme de mépris, d'une forme d'incompréhension. Donc le commentaire est assez difficile. En outre, là, d'après le ministère de l'Intérieur, il y avait à peu près 2000 points, et donc c'est très difficile de se dire, bon, 2000 points, on a par la presse un peu des reportages, la température qui a été prise, mais on ne peut pas généraliser sur les 2000 cas. Il y avait certainement des situations très différentes, des situations très locales. La rue de Rivoli, c'est un autre cas de figure, etc. Mais je pense que ce qu'il y a quand même là-dedans, c'est cette difficulté, disons, à faire le sentiment que nous n'arrivons pas à formuler des bons choix collectifs et des bons choix collectifs pour l'avenir. Alors, tout le monde s'en prend, évidemment. Ça, c'est un effet institutionnel au président de la République. Macron, démission, etc. Et lui-même n'a pas forcément bien compris, je pense, la problématique politique dans laquelle il se trouve. Quand il a fait sa conférence de presse sur le porte-avions, il a dit « Je n'ai pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants ». Et donc la plupart des gens commentent en disant « Ah oui, c'est bien, c'est une tentative de un mea culpa, un début, il va changer de style, pourquoi pas ». Et on comprend en gros l'idée, c'est-à-dire avant lui, François Hollande était aussi très impopulaire, et avant François Hollande, Nicolas Sarkozy était lui-même très impopulaire. Et donc chaque président dit « Oui, mais moi, je suis plus malin que le précédent, j'ai observé ses erreurs, je ne vais pas les... » Et en même temps, on se retrouve toujours dans la même situation, un exécutif dont la popularité décroît très très fortement et la capacité à faire passer ses idées recule très très fortement. Mais en fait, je pense que c'est cette analyse qui est superficielle, de dire il y a un dirigeant qui dirige et puis les Français qui doivent lui faire confiance. C'est-à-dire, la société n'est pas quelque chose qu'on modèle de l'extérieur, qu'on façonne comme de la pâte à modeler. La société, elle est active, elle se transforme, elle est faite d'initiatives, d'actions, de volonté. Et c'est cette lecture de la société, moi, que je trouve assez sommaire. C'est-à-dire, à la fois, c'est très sommaire de croire qu'en bloquant une route, on produit de la décision collective. Autant c'est sommaire de penser que, comme on dit, on ne réforme pas la société par décret. Et donc, c'est la question qui, pour moi, est derrière, c'est où est notre pouvoir de décision collective ? Est-ce qu'on est capable de faire des bons choix ? Et c'est très paradoxal parce qu'on est en train de vivre un moment où, justement, la technologie nous offre des moyens de décision, de délibération collective, sans commune mesure avec ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on est capable de récolter des données, des informations, on est capable de comprendre beaucoup mieux dans quel contexte on prend des décisions, et même on est capable de prendre des décisions avec des moyens beaucoup plus forts en termes de partage, de délibération collective. Quand on dit ça, c'est une mobilisation
inédites qui passent par les réseaux sociaux, etc., c'est quand même l'aspect le plus superficiel des réseaux sociaux aussi. C'est-à-dire, certes, les réseaux sociaux font tomber une barrière qui est la difficulté pour des gens qui ne se connaissent pas à se coordonner entre eux. Donc les réseaux sociaux permettent ça, de se coordonner. Mais là, c'est ce qu'on a vu avec les gilets jaunes. Mais toutes ces nouvelles technologies numériques nous permettent mille autres choses. On peut faire beaucoup mieux et bien d'autres choses. Donc, je crois que je vais m'arrêter là, mais il faudra continuer à revenir notamment sur ces questions d'environnement, parce qu'elles posent aussi des questions, des contradictions qui ne sont pas les mêmes que dans la question sociale classique, je dirais. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais quand même dire ma tristesse, c'est-à-dire que certes, comme l'a dit Béatrice, il y a eu moins de manifestants que ce à quoi on s'attendait, puisqu'il y en a eu à peu près 300 000, mais ça a couvert l'ensemble du territoire. Il y a eu un mort et il y a eu 6 blessés graves, et il y a eu plus de 200 blessés. Donc ça fait des ratios extrêmement importants par rapport au nombre de manifestants, et ça c'est un élément de tristesse, parce que quelque part, dans mon fort intérieur, je suis persuadée que ça aurait pu être évité. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que organiser une manifestation, ça fait partie des droits, on est en démocratie, et en même temps, il y a un droit qui existe, et je trouve qu'on en a trop peu parlé, c'est-à-dire qu'on doit déclarer le fait de manifester. C'est la préfecture qui décide. On le déclare à la mairie lorsqu'on est dans une petite commune rurale. C'est important parce qu'on a eu en fait une révolte de la France, de la ruralité et du périurbain. Et je trouve que cette question juridique est une question essentielle lorsqu'il s'agit d'organiser la démocratie. Elle nous dit beaucoup de choses qui, me semble-t-il, dans la journée d'hier, ont été bafouées. Premièrement, il y a eu à la fois des personnes qui ont déclaré leur envie de manifester, et ça a été approuvé par la préfecture. Il y a eu aussi beaucoup de points spontanés, et dans ces cas-là, le droit parle d'attroupement et dit que lorsqu'on s'attroupe et qu'il y a possibilité d'un trouble à l'ordre public, il peut y avoir dispersion après sommation des forces de l'ordre. Notamment en ce qui concerne par exemple la manifestation où une manifestante a été tuée par une femme qui a paniqué, parce qu'elle dit qu'elle allait emmener son enfant chez le médecin. Au fond, on est dans l'illégalité. Je tiens à le dire parce qu'une démocratie fonctionne avec des règles. Et on va parler ensuite de la question du débat autour de ces sujets, ces enjeux écologiques, mais il y a aussi un sujet sur sécurité et liberté qui est posé par cette manifestation. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, comme le dit Marc-Olivier, les réseaux sociaux permettent d'organiser des manifestations différentes, souvent d'ailleurs des rassemblements de jeunes, des rassemblements amicaux. Là, c'est quelque chose de différent. C'est un rassemblement politique. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lorsqu'il a structuré son mouvement En Marche, s'est énormément servi des réseaux sociaux pour mener sa conquête. Mais là, il s'agit d'une manifestation autour d'une grande conflictualité, avec une révolte concernant majoritairement la précarité sociale, la montée de la précarité sociale. Et on voit bien que ceux qui ont organisé ces manifestations ça a été dit par beaucoup d'entre eux d'ailleurs, c'était leur première manifestation, qu'ils aient 50 ans, 60 ans ou 25. Et du coup, il y a une absence de savoir-faire. On peut critiquer les syndicats, on peut critiquer les partis politiques, mais il y a quelque part un côté professionnel aussi dans le fait d'organiser une manifestation, et notamment sur la question du débordement et du risque de mort. Et là, en fait, cette spontanéité, cette absence d'expérience a conduit quelque part dans ces manifestations, des personnes en toute bonne foi. Je veux dire, tout ce qui s'est passé, c'est accidentel, mais il y a y compris eu des violences. Moi, j'ai regardé, par exemple, les images. Il y a quand même des manifestants qui ont secoué des voitures. Il y a eu des gens qui ont été pris à partie parce qu'ils voulaient passer. Il y a eu aussi des gens qui ont voulu passer à tout prix et qui ont tué des manifestants. C'est ce qui s'est passé. Bon. Donc il y a quelque chose autour de la violence que je crois qu'il faut aussi traiter aujourd'hui, quelle que soit la bonne foi, l'enjeu, etc. Et je suis par exemple très étonnée. Il y a cette femme qui a été décrétée porte-parole des manifestants depuis 15 jours parce que sa vidéo a été vue 6 millions de fois. C'est aussi un effet pervers des réseaux sociaux, qui s'appelait Jacqueline Moureau et qui était présentée comme très bien parce qu'elle est bretonne et parce que elle a inventé un nouvel hymne national qui était moins violent que la Marseillaise. Cette femme a quand même osé dire hier sur RTL que c'était le gouvernement qui était responsable de la mort de la manifestante. Donc je pense qu'il y a quelque part un déni, une irresponsabilité aussi
de certains. Je ne pense pas d'ailleurs que cette personne représente du tout, c'est pas une porte-parole, c'est quelqu'un qui ne représente qu'elle-même, elle a eu son quart d'heure de notoriété, mais c'est assez grave parce que quand il y a des morts, quand il y a de la violence, il faut assumer ses responsabilités et on ne peut pas rendre le gouvernement responsable de tout. Après, je parlerai de la question écologique plus tard, mais je pense que la question du lien sécurité-liberté, la question de l'ordre public et de l'absence de contre-pouvoir dans notre démocratie est un point essentiel. Aujourd'hui, c'est les Français et Macron, et on voit bien que, y compris si Macron veut durer, il faut organiser les contre-pouvoirs. Il faut aussi que les partis politiques, les syndicats aient un discours de responsabilité. Je suis extrêmement choquée que Jean-Luc Mélenchon, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen aient soutenu sans alerter sur les risques de dérive et la question de la violence. C'est aussi aux partis politiques et aux responsables politiques de dire qu'est-ce que c'est que le droit et que le fonctionnement démocratique se structure. Il nous faut des vrais contre-pouvoirs en France. Jean-Luc Bourlanges. Oui, mais Lucile, l'élu du peuple, ne peut qu'approuver ce vibrant appel à la discipline républicaine et au respect de la loi que vient de lancer Lucile. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est un peu comme Béatrice, c'est l'échec, ou plutôt l'écart entre ce qui est annoncé et ce qui est fait réellement. En réalité, ça me donne envie de citer ce que je cite toujours, c'est-à-dire l'une des dernières phrases, c'est pas la dernière phrase de Louis Jouvet dans Quai des Orfèvres, on croit que c'est une belle affaire et ça finit en pipi de chat. Et je trouve que c'est ça qui s'est un peu produit dans cette... D'abord, ce qui m'a frappé, c'est la propension à l'autocommémoration. Le mouvement du 17 novembre. Le mouvement du 17 novembre a été annoncé 8 jours avant. Et je n'ai jamais vu ça. Je veux dire que quand on parle d'un mouvement, on parle d'un fait historique et on se réfère à cet événement historique. Écoutez, imaginez qu'en 68, le mouvement du 22 mars ait été commémoré le 19 février. Ça aurait été totalement absurde. Donc on voit bien la volonté d'un certain nombre d'acteurs médiatiques, d'organisateurs, de gens de mettre en scène. On avait déjà eu la marée, la formidable marée, je ne sais plus comment il l'avait appelé, de la colère ou de Mélenchon, et dont le Premier ministre avait dit rétrospectivement petit coefficient. Ce sont des événements qui sont préannoncés et ce qui donne une certaine... les met un peu en doute. Deuxièmement, moi, ce qui m'a frappé, c'est la relativement faible mobilisation. Effectivement, vous manifestez en voiture, vous manifestez en moto, ça fait un peu plus de bruit, mais après tout cela, on avait l'impression, on est à quelques centaines de milliers de personnes, peu importe l'évaluation exacte, on n'est pas du tout dans les mouvements qu'on a dit. Même chose aussi, il y a quelque chose, c'est là où je ne suis pas du tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Lucile. Je crois que certainement il y a eu des manifestations de haine, d'hostilité, mais moi ce qui m'a frappé, c'est chez la plupart des gens qu'on a interrogés, le caractère extrêmement bon enfant. Il disait, on est là, oui, on en a un peu assez, on ne sait pas pourquoi, enfin, il disait pas, on ne sait pas pourquoi, mais ça ne peut pas durer, on en a ras-le-bol. Et puis, alors, les gens vous le disaient, moi, l'écologiste, il disait, moi, je suis pour le gazole parce que je suis écolo. Mais c'est pas grave, nous aussi, d'ailleurs, on revendique pour autre chose, on ne savait pas d'ailleurs pourquoi. Donc, il y avait un côté, les gendarmes, ça se passait relativement bien. C'est d'ailleurs un bon début pour le nouveau ministre de l'Intérieur. C'était, pour les raisons qu'a dit Lucile, c'était extrêmement difficile de gérer une manifestation qui n'était pas annoncée, avec laquelle il n'y avait pas d'organisateur, il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de trajectoire, d'itinéraire pour la manifestation. C'était quelque chose qui était fondé sur un acte délibéré d'illégalité qui consiste à bloquer la circulation. C'est pas manifester, bloquer la circulation. Donc toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait d'importants dérapages. Il y en a eu. Mais pas avec la police, ça s'est plutôt bien passé. Donc tout ça me donne une impression de surfait, notamment quand on parle d'indignation. Là encore, on est dans le registre « indignez-vous », avait dit il y a longtemps Stéphane Hessel. On ne sait jamais ce que ça veut dire, indignez-vous. Les gens me disaient « ça ne peut plus durer, c'est le ras-le-bol ». Mais en réalité, ils le disaient sur un ton relativement modéré. Les colères paysannes, les fureurs ouvrières, c'était autre chose. La Commune de Paris
c'était autre chose. Mai 68, c'était quand même, mais c'était pas une colère, mai 68. C'était une explosion d'une jeunesse qui voulait s'affirmer de façon relativement cohérente d'ailleurs, et la suite l'a montré. Là, on avait des gens qui disaient oui, alors vraiment, je vais vous dire, on est vraiment indignés, hein. Alors ça, indigné, ça on l'est, on en a ras-le-bol, etc. En réalité, ça ne se cristallisait sur aucune revendication précise, c'était un mal-être très profond. Je ne sous-estime pas du tout la profondeur du mal-être, mais ça... Tous les reportages que j'ai entendus hier m'ont donné une impression vraiment de quelque chose qui était très en deçà de la colère annoncée. Alors simplement, c'est évidemment un mouvement qui est déconcertant sur le plan politique, puisqu'il ne peut déboucher sur rien. Moi, je me rappelle mon maître à la Sorbonne, qui était vieux communiste, Jean Bruat, qui expliquait, qui connaissait quand même ce que c'est que les luttes ouvrières. Il nous expliquait la fronde ou les journées de 48 en disant ça ne pouvait pas marcher parce quand on fait des barricades, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas offensif, qu'on ne sait pas où on va, qu'on se protège et qu'on finit par être battu. Et là, je crois que c'est tout à fait exact. Bloquer des rues, bloquer des artères, ça ne débouche absolument sur rien. Donc la situation était celle-là. Il n'y avait pas de hiérarchisation des valeurs et il n'y avait pas de priorité dans la définition des objectifs. Il n'y avait pas de coordination dans l'action des moyens. Il y avait une mobilisation très insuffisante et il y avait au bout du compte un trou noir. Donc on est là dans une dénonciation en revanche d'un discours gouvernemental présenté comme technocratique, et sans doute à juste titre, parce que les erreurs de communication du gouvernement et du président au cours des derniers mois, on les a bien repérées, mais une dénonciation dont on ne voyait pas très bien la portée réelle. Et là, on est... Parce que quand on dit un pouvoir technocratique, est-ce qu'on ne propose pas quelque chose d'irrationnel ? À un moment, les hommes politiques ou les femmes politiques doivent tenir un discours rationnel. Voilà quel est le danger sur le gazole, voilà ce que je fais, on peut le critiquer, on peut dire que je fais pas bien, Là, il y a un débat politique. Là, on était tout à fait au-delà de ça. Alors, ce que je terminerai en disant, ce que je crois quand même, c'est que ça révèle une profonde crise de la relation politique. C'est-à-dire qu'on voit bien que toutes les médiations politiques en termes d'organisation de partis... Regardez, il y avait un sondage d'Elab, je crois, il y a une semaine, qui expliquait que tous les partis politiques étaient en recul par rapport à il y a un an. Bien sûr, alors, les partis traditionnels, le parti LR et les socialistes, c'est vraiment l'abomination de la désolation. Le parti gouvernemental avait subi un recul très important et l'impopularité du président de la République est très forte. Mais on voyait aussi que le parti de M. Mélenchon avait reculé. On voyait également que le parti de Mme Le Pen avait reculé. Et là, ce qu'on va voir à travers cette affaire, c'est que même cette forme complètement spontanée et inorganisée de mobilisation qui relève des coordinations, des choses sociales, etc., a du plomb dans l'aile. Donc, c'est un véritable jeu de massacre. Toutes les formes collectives d'organisation sont mises en cause. Donc là, on est en face d'une très grave crise, une crise du politique, mais on n'est pas dans ce mouvement de haine, d'indignation, de lutte des classes, etc., tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. Et d'ailleurs, on voyait plein de contradictions. On voyait des gens qui manifestaient et en même temps qui ne voulaient pas qu'on bloque les routes. Parce que c'était des PME qui n'aiment pas du tout être bloqués chez eux, qui ont besoin de circuler. Donc il y avait vraiment une contradiction dans les valeurs qui est apparue à tout moment. Je crois que c'est l'indice d'une très grande pathologie, d'une très grande désorganisation des esprits, des solidarités, des rapports entre la société et la politique, et je ne vois pas en revanche sur quoi ça peut véritablement déboucher. Pour enchaîner avec ce que dit Jean-Louis et ce qu'avait signalé tout à l'heure Marc-Olivier Padis, ou rappelé, le président de la République, depuis le porte-avions Charles de Gaulle, s'est plaint ou s'est confessé, avoué qu'il n'avait pas réussi à réconcilier les Français avec la représentation politique, mais comme Jean-Louis l'a fait remarquer,
remarqué, ni lui ni personne. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a d'ailleurs qu'à constater l'embarras, à part une sorte de morgue du côté du parti de Marine Le Pen, mais l'embarras des politiques quand on leur demande est-ce que j'y vais, est-ce qu'on n'y va pas. Mélenchon y était, mais il a essayé de se faire à la fois présent et discret en chantant la Marseillaise sur la place de la Concorde et en s'étonnant qu'on laisse les gens approcher l'Élysée. Ça avait l'air de le choquer beaucoup d'ailleurs, ce qui est rassurant pour... C'est pas le général Boulanger. Oui. Nous, c'est le général Boulanger qui avait refusé de marcher sur l'Élysée. Oui. C'est plutôt le général Boulanger. Mais moi, je voudrais juste y ajouter un point, c'est que les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu qui jouent un rôle important. Béatrice rappelait tout à l'heure cette espèce de mise en scène totalement fausse, pour ne pas dire falsifiée, de la carte qui nous faisait entendre quelques jours auparavant que le pays allait être absolument couvert de manifestations. Mais il me semble que les chaînes d'information continue jouent deux rôles. D'un côté, elles évitent d'une certaine manière que la réalité se produise en la racontant tellement à l'avance qu'on finit par croire que ça s'est passé. C'est d'ailleurs le sens de cette commémoration à l'avance que racontait Jean-Louis Bourlange. Et d'un autre côté, elles contribuent puissamment à l'énervement de la société. Parce qu'au fond, c'est un énervement. En dehors, il n'y a pas eu seulement un mal-être, mais il y a vraiment un énervement de la société, lequel n'aboutit pas sur quelque chose qui soit une avancée. Béatrice. Oui, il faudrait quand même pas qu'on passe sous silence les raisons de la colère quand même. Moi, je rappelle toujours ce chiffre, le salaire médian des Français est de 1 700 €. La moitié des Français gagnent moins que ça et l'autre moitié gagne beaucoup plus que ça. Sachant que entre le RSA et 1 700 €, il n'y a quand même pas une différence, enfin c'est 3 fois plus. Bon, ça fait quand même beaucoup de monde. Puis après, on va avoir effectivement une distance entre le 1 700 et les 0,1% les plus riches des Français qui est importante. Donc je crois qu'il faut quand même pas qu'on néglige cette donnée-là qui est un sentiment d'une profonde injustice et dans une inégalité économique et sociale que les gens ressentent. La difficulté à boucler des fins de mois est une réalité et je pense à un des témoignages d'une femme qui disait « Mais moi, j'ai voté Macron pour le moins pire des deux, donc j'ai voté Macron, mais cette fois-ci, on ne m'y reprendra plus. » Voilà, parce que j'en sors pas, parce qu'il faut compter tout le temps et que compter tout le temps, c'est pas possible. Et ça, c'est quand même quelque chose aussi qu'il faut savoir entendre. Pardon, Béatrice, sur cet exemple-là, Oui. ce qui me frappe aussi, c'est que personne... Quand cette dame a dit Oui. « J'ai voté Macron, on ne m'y reprendra plus », le journaliste ne lui a pas demandé pour qui elle comptait voter la première fois. C'est une chose qui était frappante. Ah si, on a su pour qui elle voterait la prochaine fois. Hein. Elle l'a dit ? Son mari a dit « Moi, j'avais voté extrême droite et on recommencera parce que maintenant, c'est la seule chose qui nous reste à faire. » Si, on sait très bien que derrière... Bon, alors, je on ne sait pensais très pas bien à que la derrière, même dame, ce sera tout à fait important. Donc, on sait bien que on l'a accusé, Macron, d'être le président des riches, mais pour une grande partie des Français, ils ont le sentiment que c'est ça qui se passe quand même. Et là, quelle réponse apporter ? Ces gens ne sont pas contre l'idée qu'il faut s'occuper d'écologie, mais ils sont dans une situation telle que on peut être parfois à 5 € dans la semaine. Enfin, ça existe des gens qui vivent cela. C'est pas le cas des gens qu'on connaît, nous, mais c'est vrai. Et ça, quelle réponse on apporte ? Et comment voulez-vous qu'on réussisse à relier le politique avec la société s'ils n'ont pas le sentiment qu'on travaille aussi pour eux, peut-être pas d'abord, mais au moins aussi pour eux. C'est ça, je crois, la grande difficulté. Les socialistes n'y ont pas réussi, la droite n'y a pas réussi, Macron ne semble pas y réussir. Eh bien, logiquement, je ne dis pas qu'ils ont raison, bien sûr, c'est on essaiera la prochaine fois ce qu'on n'a pas encore essayé. Lucille Schmitt. Oui, moi, François de Rugy, le ministre de l'écologie, a donné ce matin un entretien aux Parisiens et il dit, au fond, la France qui a manifesté, c'est la France périurbaine qui est prisonnière de la voiture. Et je trouve cette expression très, très juste, c'est-à-dire que on a l'impression dans les sentiments qui ont été exprimés par ceux qui ont été manifestés pour la première fois de leur vie, qui disaient, mais je ne suis
ni anti-écolo, ni contre Macron a priori, etc. Mais je suis prisonnier d'un mode de vie que je n'ai pas choisi. Et il y avait notamment une dénonciation au fond de la responsabilité et des mensonges du politique qui sont assez réels en fait sur ce sujet, parce que puisqu'on en vient aux questions écologiques, on voit bien qu'en fait dès les années 80 en fait, on a constitué en France un avantage comparatif en fait du diesel sans connaître, en connaissant déjà, En 1983, Huguette Bouchardot, ministre de l'écologie, a demandé une étude qui a démontré que le diesel était infiniment plus nocif pour la santé que l'essence. Donc, dès 1983, on savait les choses. Ça n'a pas empêché de construire un avantage fiscal sur le diesel qui ne s'est jamais démenti jusqu'à ces derniers mois. Donc, il y a quelque chose qui s'est organisé comme un État segmenté et un mensonge politique, puisqu'aujourd'hui, 65% du parc automobile français est constitué de véhicules diesel, sans compter les camions et les véhicules utilitaires, 5 millions de véhicules utilitaires. Donc, on est dans une situation où, effectivement, on peut considérer qu'il y a eu un mensonge politique qui s'est poursuivi, alternance après alternance. Et ça, je comprends la colère. C'est-à-dire qu'on est prisonnier, Rugy l'a dit, on est prisonnier de sa voiture parce qu'on habite la France périurbaine et rurale. Et j'ai trouvé que les témoignages étaient poignants. C'est-à-dire qu'il y a cette mère de famille qui dit « Vous comprenez, moi j'ai envie que mes enfants puissent faire du basket. Donc le mercredi, je fais 2 fois plus de kilomètres. Vous comprenez, je suis infirmière à domicile. Donc de toute façon, je suis obligée d'avoir ma voiture. Vous comprenez, j'ai plus un rond le 10 du mois. Et quand on va m'ôter 50 € par mois, évidemment, je vais me retrouver encore plus dans le rouge. Vous comprenez, je n'ai pas d'avenir et mes enfants en auront encore moins. Je ne peux pas payer d'études à mes enfants. » Donc par rapport à ce que Jean-Louis disait, moi je pense qu'il y a une douleur qui s'est exprimée, avec aussi la crainte que ça ne se perpétue de génération en génération. Ce sujet de l'ascenseur social bloqué, là on l'a vu d'une manière terrible. Et beaucoup de témoignages, en fait, qui n'étaient pas des témoignages effectivement politiques, qui étaient des témoignages sur une souffrance sociale. Alors, un rejet aussi, il y a quelque chose autour de l'argent, en fait, que j'ai trouvé très important aussi dans la manière d'en parler. C'est quelques euros, c'est des dizaines d'euros. Et c'est à côté de ça l'idée que l'argent, c'est nous qui payons pour les riches. Et il y a quelque chose aussi autour de la justesse, de l'injustice fiscale qui me semble assez intéressant. Je lisais une tribune qui a été publiée dans Le Monde de 2 jeunes économistes qui disaient: on ne peut pas faire une taxe uniforme parce que, au fond, la vie des gens n'est pas uniforme et la façon dont ils polluent n'est pas uniforme non plus. Il y avait des micro-trottoirs très intéressants où des gens qui habitent dans la ruralité, qui ont leur voiture, disent « Mais nous, on ne fait pas des embouteillages. Vous savez, le niveau de pollution qu'on dégage, c'est pas comme rue de Rivoli, pour reprendre l'exemple de Marc Olivier. » Et donc, ces jeunes économistes disent « Au fond, il faudrait faire une taxe qui tienne compte du fait qu'on pollue quand même différemment quand on est à la ville et à la campagne et l'utilisation de la voiture n'induit pas les mêmes problème. » Je terminerai provisoirement en rappelant que la France, depuis des années, est poursuivie quand même, a été rappelée à l'ordre et maintenant est poursuivie depuis 2018 par les institutions européennes parce que nous sommes dans un pays où la qualité de l'air est sur l'ensemble du territoire. Là, c'est pas propre seulement à l'Île-de-France, c'est notamment, vous savez, le cas à Grenoble qui est dirigé par un Vert, mais peut-être parce que c'est une ville très polluée. C'est le cas à Marseille. Donc, elle est aujourd'hui en procédure devant la Cour de justice européenne, mais c'est quand même les grandes agglomérations et c'est pas la France rurale. Donc il y a quelque chose aussi d'un débat à front renversé où on a une énorme pollution dans les grandes agglomérations, une France rurale qui dit « je ne suis pas anti-écologique, mais vous me taxez », alors même que vous êtes, vous, responsable, non seulement sur la question de l'argent, mais aussi sur la question de la pollution. Marc-Olivier Padis. Oui, il y a 2 choses avec lesquelles je suis très d'accord. D'abord, il y a quelque chose de spectaculaire dans le tête-à-queue des décisions des pouvoirs publics sur le diesel. C'est exactement comme l'a dit Lucile, pendant des années, on a favorisé le diesel et puis tout d'un coup, il y a eu, mais ça a été très très difficile aussi dans les décisions, au ministère de l'écologie, etc., de dire non, en fait, le diesel, on s'est trompé de direction. C'est quand même spectaculaire et on comprend que ça provoque de la colère, de dire mais on vous a encouragé, on a donné tous les signaux fiscaux qu'il fallait, mais en fait, maintenant, marche arrière tout, il ne faut plus de diesel du tout. Et donc, ça peut être pris quand même comme une sorte de violence pour les gens qui ont suivi ça. Deuxièmement, aussi, Béatrice disait, ça me semble très juste, je pense que tout le monde est pris un peu dans des contradictions par rapport à ces questions écologiques. Et dans ce sens-là, on est sorti de la question sociale classique où c'était, on peut dire, c'est une classe sociale contre l'autre. Là, tout le monde est confronté à cette contradiction, ce qui provoque aussi
aussi ce sentiment de colère et d'insatisfaction, parce que les gens se disent « mais je sais que je pollue en prenant ma voiture, mais en même temps, je me sens prisonnier, je ne peux pas faire autrement, etc. » Et c'est en ce sens-là qu'on est tous pris dans cette contradiction entre décision individuelle, impact collectif, décision immédiate, impact de long terme, et puis surtout l'invisibilité de la pollution, du réchauffement. C'est des choses qu'on a du mal à appréhender, alors qu'effectivement, le portefeuille qui est vide dès le 15 du mois, celui-là, on le voit très bien. Bon, il faut quand même rappeler sur le fond du problème que, d'abord, parce que la source de tout ça, c'est l'augmentation très rapide sur une durée courte du prix du pétrole. C'est pas la première fois que le prix de l'essence à la pompe augmente. C'est cyclique, c'est toujours, il y a des hauts et des bas. Mais là, en fait, en quelques mois, on a vu vraiment augmenter le prix très rapidement. Mais ça, c'est en raison du changement des cours mondiaux du prix du pétrole, de la baisse relative de l'euro face au dollar qui renchérit l'arrivée de l'essence, et puis surtout de la montée en puissance de la taxe carbone. On n'en a pas encore parlé jusqu'à présent. Tout le monde sait que sur un plein d'essence, on paye beaucoup de taxes, qui sont les taxes intérieures de consommation, mais on a rajouté la taxe carbone, mais qui a cette particularité, et ça, je pense que c'est pratiquement très difficile à faire passer comme idée, que ce n'est pas en fait, dans la philosophie, une taxe, c'est un signal-prix, comme disent les économistes. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'inciter à un changement de comportement, non pas en rajoutant une taxe pour remplir les caisses de l'État, mais pour dire, voilà, le carbone, il faut décarboner l'économie. Donc, la seule solution, c'est un peu rudimentaire comme situation, c'est il faut que ça coûte plus cher d'utiliser de l'énergie carbone. Alors, s'il y a des gens qui ont des propositions sur des choses différenciées, tant mieux, mais ça semble quand même difficile. Et donc, on a commencé depuis 2014. Et de ce point de vue-là, Ségolène Royal et François Hollande devraient plutôt assumer des décisions qu'ils ont lancées eux-mêmes. Parce qu'on a introduit une taxe en 2014 avec une courbe de progression qui a été décidée. Chaque année, ça doit augmenter. Donc, on était en 2017 à 30,50 € par tonne de carbone. On va passer à 44 et puis à 86 en 2022. Et donc, on est là-dessus. Mais alors, c'est vrai que pour les ménages, eux, ce qu'ils voient, c'est le coût de la consommation qui augmente. Et alors, le paradoxe écologique de la situation, c'est que dire on va faire des économies d'énergie, c'est très bien, mais dans un premier temps, faire des économies, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire changer sa chaudière au fioul, ça coûte de l'argent. Changer les fenêtres de son appartement, ça change de l'argent. Ça coûte, pardon. Isoler son logement, ça coûte très cher. En plus, le gouvernement avait réduit des aides. Alors là, c'était vraiment une décision calamiteuse qui était faite pour cet objectif-là. Et donc, évidemment, les ménages les plus modestes ne peuvent pas investir dans la transition écologique. Donc, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est utiliser cette taxe carbone pour redistribuer massivement vers les ménages les plus modestes, mais pas comme l'a fait Édouard Philippe en disant on va remplacer une voiture par une autre voiture. Ce qu'il faut, c'est justement changer les usages plus massivement et donc donner sous forme d'un crédit d'impôt, en fait, redistribuer, faire comprendre que cette taxe carbone, c'est de l'argent qui va être redistribué et redistribué dans un sens d'équité sociale pour transformer les usages vers la transition écologique. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi, je crois qu'on débat là sur deux grands sujets qui sont différents. Un sujet apparent, si je puis dire, qui était directement en cause dans les manifestations d'hier, qui est le problème du gazole, et un sujet latent, celui qu'a évoqué Béatrice, c'est-à-dire celui du ras-le-bol devant l'inégalité et le problème du pouvoir d'achat. Bon, là, je crois effectivement que, je vais dire, sur la question de l'inégalité du pouvoir d'achat, il y a quelque chose qui est très fort dans le pays, un sentiment d'injustice, et dont on comprend très bien la raison. La raison, c'est que nous sommes maintenant dans un monde, dans un univers mondialisé, confrontés à des gens qui n'ont pas du tout le même niveau de vie que nous, les Chinois, etc., selon la formule stéréotypée consacrée. Nous voyons bien que la mondialisation
est globalement réductrice d'inégalités entre les pays, mais qu'elle est également créatrice d'inégalités dans certaines sociétés et au détriment de certaines catégories sociales. Or, ces sociétés, ce sont les nôtres, et les catégories sociales, ce sont celles qui sont en bas de l'échelle. Donc, on a bien une très grande inquiétude, et ce qui caractérise la situation, c'est que cette inquiétude ne peut pas prendre la forme traditionnelle, parce que, notamment, ce qui est frappant, c'est que face à un enjeu d'inégalité, la gauche était absente, et absente pour de bonnes raisons. La CFDT a dit, c'est une entreprise, enfin la gauche ou les syndicats, c'est une entreprise de manipulation. On a vu la CGT a fait quelquefois des contre-manifestations, des manifestations à part parce qu'elle ne voulait pas se mélanger à tout ça. Les partis politiques de gauche ont été extrêmement gênés. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, personne n'a, face à ce mouvement de mondialisation, une attitude qui est facile à admettre, parce que nous savons bien que nous devons accroître la compétitivité, la productivité de l'économie française, et que ça passait notamment par quelque chose qui est une mesure profondément impopulaire, qui a été la suppression de l'ISF. Donc il y avait en arrière-plan de tout ça, à la fois l'évidence du problème et la non-évidence d'aucune solution possible. Le gouvernement, d'ailleurs, pouvait plaider, non sans raison, qu'il avait, autant que faire se peut, allégé, d'ailleurs comme son prédécesseur, comme Sarkozy, comme Hollande, tout le monde a fait ça, comme Chirac. On a allégé les conséquences. On est bien le pays où l'augmentation des inégalités se fait le moins vite, le moins fort par rapport à l'ensemble des pays, et ce qui d'ailleurs, à d'autres égards, nous gêne un peu, nous entrave un peu économiquement. Donc on voit bien que les mesures en matière de taxes d'habitation, en matière de suppression d'un certain nombre de charges sociales, enfin de cotisations sociales, vont dans le sens d'un soutien au pouvoir d'achat, en tout cas d'une réduction de la pression fiscale et sociale sur les gens. Mais ça, c'était vraiment quelque chose de très profond. Ce qui est très frappant, c'est que les gens qui militaient, ça doit conduire, me semble-t-il, à des réactions que je comprends très bien, de critiques radicales de gauche. En disant cette société est pourrie, il faut complètement en changer. Ce qui d'ailleurs, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose non plus. Mais là, c'était pas du tout ces gens-là qui manifestaient. C'était des gens qui n'étaient pas du tout attachés au désordre social, à la mise en cause des choses. Donc il y avait une espèce d'effet de thermostat. Ils manifestaient et en même temps ils étaient retenus, dès que ça chauffait un peu, d'augmenter la température. Donc c'est ça qui caractérise cette affaire. Sur le diesel, le second dossier, sur le diesel, je crois que là c'est vraiment un dossier étrange. C'est vrai qu'on a menti aux gens. On a fait un diagnostic qui a été erroné. On a estimé que le diesel, entraînant une moindre consommation de carburant, était moins dommageable que l'essence en termes de réchauffement climatique. On a sous-estimé, ce faisant, ce que donc Huguette Bouchardot avait dit, et d'autres, à savoir que les particules avaient un effet cancérigène important. Bon. Les groupes, les lobbies, notamment les transporteurs routiers, etc., ont littéralement terrorisé les gouvernements successifs quand ils essayaient de faire quelque chose. Donc le manque de courage, il a été antérieur, mais c'est un manque de courage parce que précisément, les dirigeants de l'époque redoutaient de se trouver dans la situation où se trouve Macron aujourd'hui, c'est-à-dire une situation de mise en accusation. On ne peut pas reprocher à Macron de prendre enfin ses responsabilités face à un problème que tous les autres ont ignoré et lui dire « Ah bah vous changez alors qu'on nous a dit oui ». Bien sûr, il change, il a été élu pour changer les choses. Et sur ce plan-là, on voit très bien qu'il y a un changement. L'erreur, la faiblesse, pas l'erreur, la faiblesse de communication du gouvernement sur ce plan, ça a été de ne pas suffisamment distinguer entre les problèmes du réchauffement climatique, sur lequel nos comportements sont importants, mais très mineurs. On représente 1,2% des causes de réchauffement climatique de la planète. Donc, les gens se disent, si je change un peu, moi, je suis totalement marginal, ça n'est pas ça. Et l'effet particule qui, là, nous frappe
tout de suite et maintenant. En termes égoïstes, moi je ne sais pas si vous êtes comme moi je suis frappé du nombre de gens qui m'entourent, qui sont frappés par le cancer. C'est quelque chose, on soigne beaucoup mieux le cancer, notamment grâce au plan Chirac, mais qui a vraiment mobilisé des moyens contre cette maladie, mais le nombre de gens qui sont frappés est considérable, et on voit bien que c'est directement lié, c'est comme l'amiante d'une certaine façon, c'est directement lié aux particules, et il faut réagir. Et c'est quand même très intéressant d'observer qu'au moment même où M. Wauquiez fait des petits sourires en coin aux manifestants d'hier, les élus franciliens, toutes tendances confondues, et notamment LR, disent en région parisienne, pas question de maintenir des voitures polluantes au diesel, et on interdit, c'est la mesure brutale par excellence, on interdit aux gens qui ont une voiture diesel d'avant 2001 de s'en servir à très très court terme. Donc on est bien dans une situation qui est bizarre. Alors sur le plan fiscal, c'est vrai que ça frappe les pauvres, mais en même temps, il faut quand même voir que le gouvernement est assez cohérent dans sa politique fiscale, puisque ce qu'a dit d'ailleurs le président, Éric Le Boucher n'a pas tout à fait tort quand il dit qu'il faudrait peut-être aussi que les Français écoutent le président. Oui, et pas j'allais seulement dire le en président, écho à les ce que vous Français. dites. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a baissé, on a supprimé la taxe d'habitation qui frappait directement les classes moyennes et les classes populaires. On a supprimé un certain nombre de charges sociales. On a donc réduit, contrairement à ce qui se dit, on a réduit cette année de 0,6 points la pression fiscale et sociale. Donc on frappe sur le plan écologique, mais on réduit la pression de l'autre côté. Alors que tout cela doit être mieux fait, de mérite critique, c'est évident, mais le parcours n'est pas incohérent, loin de là. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais juste dire une chose, c'est que la faiblesse de la réponse gouvernementale, c'est qu'elle n'a pas pris en considération une demande qui est au fond une demande d'un nouvel aménagement du territoire, sans vouloir être trop global. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une souffrance par rapport au fait que quand on habite un village aujourd'hui, on peut plus faire ses courses dans le village, on peut plus faire du sport dans le village. Enfin, il y a un truc sur le fait de remettre du service public dans les petites villes et les villes moyennes, qui est un point important. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut plus segmenter l'écologie par rapport au social. C'est ça que ça montre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a seriné l'écologie des classes populaires. Elle n'existe apparemment pas, enfin visiblement pas. Et donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre en considération le fait qu'il y a un lien entre nos modes de vie, pour ne pas être prisonnier de la voiture, et l'écologie, et pas seulement en fait des taxes. Je crois qu'il y a un truc autour de mode de vie et investissement public. Il suffit pas de dire vous remplacerez votre voiture par une autre voiture. Il y a une demande beaucoup plus globale qui est comment vous, État, nous aider à investir alors que nous n'avons pas les moyens au fond de changer notre mode de vie. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves que j'introduirai, cédant à la pression de la demande générale. Je m'étais félicité, je crois ici même à ce micro, de l'attribution du prix Médicis au Lambeau de Philippe Lançon. J'avais signalé la semaine dernière un numéro particulièrement riche de la Nouvelle Revue Française, dans lequel il y a notamment un article de François Sureau dont j'ai parlé, un entretien avec Jean-Marie Gustave Leclésio dont je n'avais pas parlé, un article de Philippe Lançon dont j'avais partiellement parlé, mais j'avais omis de raconter un des moments importants de cet article, c'est sa rencontre, alors qu'il est encore convalescent, mais déjà sorti d'affaires, ou qu'il sait qu'il va être sorti d'affaires, sa rencontre avec le pianiste Alexandre Tarot, à la suite d'une conspiration amicale d'un certain nombre d'amis de Philippe Lançon. C'est un très beau et un très fort moment. Et j'ajoute une chose, c'est que l'attribution du prix Goncourt au livre et voilà que je ne retrouve plus son nom de famille est Mathieu, et son prénom, je ne le retrouve plus, donc plutôt que de dire une bêtise, je ne lui donne pas de prénom. Son livre, par contre, s'appelle « Leurs enfants après eux », et d'une certaine manière, je dirais que là, pour le coup, il y a eu une anticipation du mouvement social, puisque après des années de mise en avant de livres consacrés à l'introspection de l'intimité la plus intime de leurs auteurs et de leurs auteurs, voilà un livre qui décrit dans la Lorraine la fin d'une civilisation ouvrière, sûre d'elle-même, extrêmement organisée, et qui, à travers 4 adolescents dont l'évolution est racontée dans ce livre, raconte cette France qui a cessé d'appartenir à la communauté nationale, ou qui lui appartient de moins en moins. Et je me demande si cette attribution du Goncourt à ce roman
social n'est pas le signe aussi que nous commençons à nous intéresser à nous-mêmes plutôt que chacun à lui-même. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais recommander la lecture du livre collectif que notre ami Alain Finkielkraut vient de consacrer à Des animaux et des hommes. Ça fait très très longtemps que je suis comme Finkielkraut, et notamment après la lecture de textes extrêmement magnifiques de Kundera, je suis tout à fait sensible à la fois à la cause animale, à la souffrance animale et en même temps à la contradiction profonde dans laquelle nous sommes vis-à-vis contradiction que résume assez bien Finkielkraut dans sa présentation en disant que nous sommes à la fois dans une relation de compassion de plus en plus forte, dont Madame de Fontenay avait montré d'ailleurs qu'elle était un des effets indirects de la déportation, qu'on s'était aperçu à ce moment-là, qu'on traitait les animaux comme on avait traité les hommes pendant la déportation nazie, et que c'était donc aussi intolérable pour eux que ça l'avait été pour des animaux qui souffrent, etc., que ça l'avait été pour des hommes. Donc on a cette contradiction parce que en même temps, si je puis dire, on n'a jamais appliqué avec une détermination aussi féroce le concept ô combien contestable d'animaux-machines de Descartes, qui fait qu'au nom du fait qu'on est maître et possesseur de la nature, ce qui se discute, on considère que les animaux sont absolument des objets que l'on peut martyriser impunément, ce qu'on ne se prive pas de faire. Et là, le grand avantage de l'analyse d'Alain Finkielkraut, c'est qu'il ouvre le débat et qu'il ne nous enferme pas dans un dogmatisme, parce que quand on a dit que notre rapport aux animaux devait changer, c'est pas pour autant qu'on doit se faire vegan, car ça ne résout en fait rien du tout que d'idolâtrer simplement la vie animale sans savoir comment organiser notre rapport, nous, humains, avec la gent animale. Merci. Marc-Olivier Padis. Je voudrais recommander une note du Conseil d'analyse économique qui a été écrite par Yann Algan, Élise Hullery et Corinne Prost sur l'école. C'est assez rare que le Conseil d'analyse économique, qui est un organisme chargé de conseiller le gouvernement en matière économique, intervienne sur l'école. Là, ils ont fait une note très originale qui s'appelle « Confiance, coopération et autonomie », qu'on peut trouver donc sur le site du Conseil d'analyse économique, et qui parle de tous les aspects liant la performance scolaire des élèves à notamment la confiance en soi et à la capacité de coopérer avec d'autres. Vous savez que ça fait des années maintenant qu'on fait des comparaisons internationales sur les résultats des élèves à un certain nombre de tests, et en fait on compare toujours les notes en maths, en français, etc. Mais ce dont on oublie de parler, c'est les écarts. Et là, bon, il y a des écarts plus ou moins, on peut dire on est autour de la moyenne, un peu au-dessus, un peu en dessous, il y a des choses intéressantes. Mais les écarts les plus spectaculaires, où là on est très très mal placé, concernent tout ce qui dépend de la confiance en soi, l'autonomie, la capacité à l'autodiscipline, la capacité à surmonter les obstacles, la capacité à résoudre les problèmes, à travailler avec les autres, à avoir un sentiment d'efficacité personnelle, d'estime de soi, de persévérance. C'est sur tous ces items que les élèves français, qui sont beaucoup plus stressés par l'école que par les autres et qui ont le sentiment d'être beaucoup moins soutenus par l'institution que dans d'autres pays, sont en très très grande difficulté. Et je trouve que cette note vraiment raconte très très bien cette difficulté dans laquelle nous sommes. Béatrice Gibert. Moi, je vais avoir une note un peu plus légère. C'est le très très beau spectacle qui est à la Comédie Française, qui est La Locandiera de Goldoni. Et à cette période où les femmes ont encore à se battre, cette tenancière d'hôtel garni qui joue de sa séduction avec un comte nouveau riche et un aristocrate désargenté est confrontée après à un chevalier qui la traite pour ce qu'elle est, c'est-à-dire au fond une servante, ce qu'elle ne supporte pas. Et elle décide de lui faire payer. Et cet homme qui refuse les femmes, elle va le séduire. Et en le séduisant, elle se met, elle, en danger, parce qu'elle est à la fois aussi séduite
par ce cavalier qui, au fond, n'a qu'une envie, c'est de la consommer le plus vite et après, il s'en ira. Et elle se trouve obligée de se sortir de ce mauvais pas. Je trouve que c'est une situation du XVIIIe siècle qu'on peut regarder aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt. C'est l'occasion de dire toute la force du théâtre de Goldoni et toute la qualité de l'interprétation de Florence Viala qui joue Est cette absolument Locandira. remarquable. Lucille Schmitt. Oui, alors moi, je vais retomber dans l'ultra sérieux, puisque je vais vous recommander un livre document d'une journaliste qui s'appelle Stéphane Aurel, qui s'appelle... Alors, le titre, ceci dit, est assez drôle, c'est Lobotomie, et ça commence en nous expliquant que lobotomiser, c'est quand on se fait lobotomiser par un lobby. Et c'est une enquête absolument passionnante, en fait, notamment au cœur de l'Union européenne. Et je vous recommande particulièrement le chapitre 9, Docteur Poumon et Professeur Diesel. Ça vous donne une idée de la manière dont c'est écrit et dont ça rend palpitant des choses très sérieuses et parfois graves. Merci beaucoup. Toutes les références de nos recommandations se trouvent sur notre site www.lenouvelespritpublic-sans-séparation.fr, qui est aussi le site sur lequel vous pouvez trouver tous les renseignements et tous les moyens nécessaires à nous soutenir. C'était donc Le Nouvel Esprit Public, une émission préparée avec Benoît Heurtel, enregistrée par Charles de Silla, produite par Nouvelles Écoutes et Julien Neuville. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Nouvel Esprit Public.